j'ai trouvé la solution de simplement utiliser, au début c'était un sac à dos avec une perche, ensuite la version un petit peu améliorée, c'était, il est là-bas je crois, un gilet lesté duquel j'avais retiré les sacs de sable et à l'arrière il y avait une entretoise de gabarit d'enquête qui était fixée. Ah oui. Et au bout de tout ça, une caméra et une antenne GNSS. Donc là on a monté une première solution qui permettait de scanner les parois de tunnels dans le trafic. Et avec ça, on a pu aller rencontrer l'Office fédéral des routes à Berne, qui nous a gentiment expliqué que ça les intéressait pas beaucoup parce qu'ils ferment régulièrement les tunnels. Mais les autres solutions qui existent de précision pour les relever, on est autour entre 500 000 et 1 million pour l'équipement d'un véhicule. Nous, on a des systèmes qu'on arrive à sortir pour un ordre qui est de 50 à 100 000 francs. Bienvenue, aujourd'hui on va interviewer un des cofondateurs de Auditix. C'est une start-up suisse qui mélange un peu l'IA, l'analyse de la route, avec des outils assez novateurs et on va voir justement ce qu'ils apportent, comment ils en sont arrivés ici. Et donc on commence tout de suite avec Raphaël, le cofondateur de Auditix. Alors Auditix aujourd'hui est une start-up qui est active dans le domaine de la numérisation de chaussées. Donc chaussées de tout type, ça peut être routier, autoroutier, aéroportuaire, industriel. Partout là où il y a de la surface dure, on est actif. Du coup concrètement, ça sert à quoi en fait ? Alors l'avantage de ça, c'est de pouvoir avoir un jumeau numérique des chaussées. Extrêmement détaillé, c'est-à-dire qu'on descend à une résolution de 1 mm par pixel au sol et ça permet d'aller analyser les plus petits défauts. C'est pas juste un délire d'ingénieur à la base, on a des normes qui nous demandent de détecter les fissures en dessous de moins de 2 mm d'ouverture et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir cette résolution millimétrique. Ok, donc c'est vraiment pour une partie gros contrôle la route globalement. Exactement, il y a cette première partie, mais derrière il y a également la partie inventaire. Donc ça nous permet de sortir tout ce qui est marquage ou par exemple sur ce qui est aéroportuaire, détecter les marquages et ensuite sortir leur état, qui sont des indices qui sont nécessaires aussi pour la sécurité routière et aéroportuaire. Et ensuite, il y a aussi tout ce qui est relevé peut-être plus standard, c'est-à-dire de déterminer les gabarits, les surfaces, la position des objets ponctuels comme les grilles, les chambres, les sondes. Il y a tout un tas d'objets qu'on ne voit pas, par exemple, je pense sur autoroute. On ne les voit pas en passant à 120, mais il y a énormément de choses au sol. Vous avez déjà fait combien de sorties, combien de tests ? Est-ce qu'il y a un chiffre ou bien alors, on a déjà mesuré largement plus de 1000 km de voies avec ça. Okay. Donc, il sort assez régulièrement. Là, on a beaucoup à traiter parce qu'on a réalisé de nouveau un relevé pour l'Office fédéral des routes. On a 350 km à faire, qu'on a déjà fait l'année passée. Et en fait, là, cette année, on va aller analyser l'évolution des chaussées en une année, l'état des chaussées. Donc là, on a plus de traitements à faire ces temps, mais on a encore 2-3 petites mandats à gauche à droite qui font sortir le système. Maintenant, peut-être en quelques mots, juste vous présenter comment vous en êtes arrivé là en termes de parcours professionnel. Et après, on développera un peu plus la partie de l'entreprise, vraiment comment on en est arrivé aussi ici. Ouais, ok. Moi, j'ai commencé avec un apprentissage de géomaticien. Donc plutôt dans les bureaux de géomètres et ensuite j'ai continué le cursus avec l'école d'ingénieur, donc j'ai un bachelor en géomatique et gestion du territoire et le cursus standard de géomètre est assez bien cadré, c'est-à-dire que normalement ensuite on doit aller faire un master et ensuite acquérir 3 ans d'expérience dans un bureau pour pouvoir aller se présenter à Berne pour faire la patente de géomètre officiel. Ce cursus a évolué pendant que je faisais le bachelor, c'est-à-dire que le master a été refondu et du coup j'ai commencé par aller travailler en tant qu'ingénieur dans un bureau de géomètre pour acquérir de l'expérience et m'assurer que je voulais continuer dans cette voie. Et le résultat a été que j'ai plutôt pas voulu continuer dans cette voie du coup avec
l'expérience que j'avais en photographie générale, je me suis commencé à m'intéresser en profondeur à la photogrammétrie. Et c'est là qu'a commencé la première société en 2022 qui s'appelait RM Scan à l'époque et qui était focalisée sur le relevé de bâtiments en 3D par photogrammétrie. Dans les premiers acteurs à qui j'ai pu travailler, il y avait un ami que j'ai rencontré sur un autre chantier, Clément Proté, qui est aujourd'hui mon associé, un de mes associés. Et on a commencé à travailler ensemble. Lui étant ingénieur génie civil, il réalisait les plans sur la base de mes relevés, ce qui permettait d'avoir une bien meilleure qualité sur les plans. Et de là est né plusieurs projets de relevés de bâtiments, intérieurs, extérieurs. Et quand on nous demande peu à peu de faire un relevé, on va nous demander aussi les terrasses, les espaces extérieurs, l'aménagement routier devant la parcelle. Et du coup, il a fallu trouver des solutions pour réaliser le relevé de chaussée également, qui est un petit peu spécial parce que là où pour l'intérieur, je peux avoir une caméra posée de manière assez fixe, pour la route, forcément, c'est tout de suite beaucoup trop compliqué. Donc la solution générale, c'est d'utiliser un drone que j'avais à l'époque pas les moyens d'acquérir. Et du coup, j'ai trouvé la solution de simplement utiliser, au début c'était un sac à dos avec une perche, ensuite la version un petit peu améliorée, il est là-bas je crois, un gilet lesté duquel j'avais retiré les sacs de sable et à l'arrière il y avait une entretoise de gabarit d'enquête qui était fixée. Ah oui. Et au bout de tout ça, une caméra et une antenne GNSS. Okay. Donc ça permettait, voilà, en faisant des acquisitions, une image toutes les 1 ou 2 secondes, de simplement marcher et d'acquérir les images. Un peu comme un drone, mais en fait, au final, du coup, à 2 mètres du sol. Et il s'est avéré que cette technique a beaucoup d'avantages parce qu'en fait, on n'a pas de véhicule sur les images. Parce que forcément, on va devoir traverser la route quand il n'y en a pas. Donc, ça vide l'image de tous les véhicules, tous les passants qu'il peut y avoir, mais également tout ce qui va se trouver entre la route et l'espace aérien. C'est-à-dire les lignes électriques, lignes de bus, végétation, etc. Donc, c'était une méthode assez peu orthodoxe, mais finalement qui avait de gros avantages. Et suite à ça, en fait, avec Clément, on a commencé à s'intéresser au relevé, voilà, un peu plus de chaussées et en particulier de tunnels. Donc là, on a monté une première solution qui permettait de scanner les parois de tunnels dans le trafic. Et avec ça, on a pu aller rencontrer l'Office fédéral des routes à Berne, qui nous a gentiment expliqué que ça les intéressait pas beaucoup parce qu'ils ferment régulièrement les tunnels. Alors ça avait quand même un intérêt, mais très limité. Et en fin de discussion, ils nous ont demandé un peu ce qu'on faisait d'autre. Et là, on leur a montré ce qu'on sortait sur les routes. Et ils ont été assez impressionnés. Ils nous ont demandé si on pouvait le faire sur autoroute. Donc à ce moment-là, c'était un peu complexe parce que forcément, il fallait encore traverser à pied la route tous les mètres. Donc sur autoroute, c'est pas vraiment adaptable. Et là, on a réussi à relever le défi en 1 mois de sortir un premier résultat avec des caméras montées sur un véhicule. Donc là, il y avait un gros défi de trouver quelle caméra utiliser, comment géolocaliser les images à haute vitesse. Mais on a réussi à résoudre ça et à leur sortir une première ortho-image à une résolution de 2 mm par pixel à ce moment-là. Et du coup, c'est ce qui nous a ouvert ce marché routier où on a compris qu'il y avait beaucoup à gagner, surtout que d'être passé de à pied à véhicule, forcément, les coûts inhérents ont été drastiquement diminués. Et donc, on pouvait viser du plus gros volume avec un tarif qui est beaucoup plus intéressant pour le client. C'est comme ça qu'on a développé du coup Auditix avec Clément et avec un troisième associé, Stéphane Lanternier, qui lui a un background beaucoup plus business. Il a créé une première start-up dans les années 2000 qui était dans plus côté informatique. Et ensuite, il a été cadre dirigeant de Danone pendant 15 ans. Et c'est ça qui apporte aussi une vision entrepreneuriale qui est beaucoup plus développée que ce qu'on avait avec Clément avant. Là où nous, on est plus des techniciens, lui va plus s'occuper du business, la vision à long terme. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a fondé Auditix. En fait,
concrètement, on a repris RMScan et on l'a renommé, mais on a complètement changé de business model. Enfin, c'est vraiment devenu une nouvelle société à ce moment-là. Donc on voit que c'est globalement, c'est des technologies assez avancées. Je pense qu'il y a des coûts assez conséquents. Comment vous avez réussi, au début, de pouvoir développer ça? Est-ce que de base, vous avez des moyens financiers assez élevés ou conséquents en personnel ou d'entreprise pour pouvoir développer? Est-ce qu'il y a eu des aides? Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai qu'on a souvent une idée, mais il faut c'est la partie budget, comment développer surtout cette partie produit qui a l'air assez technique, justement. Alors, au début, la société, elle avait pour but de tourner avec ses propres fonds, ce qu'on appelle donc du bootstrapping. Ça a eu des gros avantages parce qu'en fait, dès le début, je ne me suis jamais attendu à avoir des moyens externes. C'est là où les solutions, comme je disais avant, de pas acheter un drone. On sait que c'est pas non plus une dépense énorme, 500 à 1000 francs, on a un très très bon drone pour réaliser des relevés. Mais il y a toujours eu cette optique de dire on se débrouille avec ce qu'on a. Et ça permet de réduire drastiquement les coûts. Et ça, c'est une approche qui est toujours restée dans la société, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre système a un coût de revient qui est très très faible. Là où, je ne vais pas dire rentrer dans les détails, mais les autres solutions qui existent de précision pour les relevés, on est autour entre 500 000 et 1 million pour l'équipement d'un véhicule. Nous, on a des systèmes qu'on arrive à sortir pour un ordre qui est de 50 à 100 000 francs. Donc on est beaucoup plus bas et en fait c'est là aussi on a des technologies qui sont brevetées aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est en cours de dépôt au niveau international, un brevet PCT. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça nous permet en fait d'avoir des petits blocs dans la chaîne de tant d'acquisition que de traitement qui nous font beaucoup réduire les coûts, qui nous permettent en fait d'utiliser du matériel grand public déjà, plutôt que des caméras spécialisées, du matériel spécialisé. On a vraiment cette capacité à utiliser du matériel qui soit peu coûteux et à produire en fait nos systèmes nous-mêmes avec à la base du matériel grand public, ce qui permet d'avoir des coûts qui sont super optimisés. Au début, la société est vraiment partie avec pas grand-chose, pour dire il y avait tout juste de quoi faire le capital de la SARL. Et il n'y a rien eu de plus, quoi. Ouais, des fois c'est ça qu'il faut pour trouver les meilleures solutions. En fait, optimiser, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent pour dire ok, on développe plein de choses, alors que effectivement, peut-être il y a des outils qui existent déjà, qu'on peut s'appuyer dessus. Après, si c'était à refaire, peut-être que je ne conseillerais pas à d'autres personnes de démarrer avec tout juste 20 000 francs, surtout qu'une partie était déjà investie dans du matériel. Donc, je dirais, pour rouler confortablement, mentalement, c'est bien d'avoir un petit peu plus. Mais après, d'avoir beaucoup, je pense, ça peut avoir un contre-effet négatif, qui est qu'on ne va pas chercher forcément à aller optimiser, innover, et finalement c'est ça qui crée la valeur de la société à la fin. Est-ce que seulement quand vous parlez de ça ou que vous avez au début développé cet outil, en tout cas cette idée, est-ce qu'il y a des personnes, peut-être dans l'entourage ou autre, qui disaient en fait non, t'arriveras pas, c'est beaucoup trop complexe, il y a des gros acteurs, souvent avec les leaders qui sont sur place, ils ont des millions à mettre en place, comment toi ou ton équipe arriverait à développer ça alors que tu n'es pas forcément un spécialiste du développement de start-up, de cet outil-là? Comment vous avez perçu ça justement? Alors, il y a les deux axes, disons en fait. Pour moi, personnellement, il y a eu cette transition de quand j'étais seul, où je faisais que de la photogrammétrie d'intérieur, à vraiment la solution Auditix, où du coup on était au-dessus de 3 associés. Mais je dirais que c'est plutôt l'opposé de ça, parce qu'en fait, sur le papier, quand on dit pour une rénovation par exemple qu'il faut commencer par un très bon relevé, tout le monde comprend bien, tout le monde dit c'est génial, mais en fait, tout le monde y croit. Et en fait, dans la pratique, ça se passe pas forcément comme ça, parce qu'en fait, les relevés vont se passer dans une phase tellement préliminaire des travaux que le propriétaire ou l'acteur derrière ne sait même pas s'il veut réaliser les travaux, donc il n'a pas forcément envie d'investir pour réaliser un relevé à ce moment-là. Et ensuite, une fois qu'il a commencé à faire des bouts de plan, il ne va pas forcément aller refaire un relevé complet du bâtiment. Donc en fait, sur le papier, au début, tout le monde y croyait beaucoup, moi le premier, et ça s'avérait plus compliqué que ça en avait l'air. Et sur la route,
Il y a un petit côté un peu similaire, mais pas autant. Disons qu'on sait mieux où on va, parce que déjà il y a moins de variations sur la nature du travail. C'est-à-dire qu'une route, en principe, ça va être un peu toujours la même chose. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus fixé, beaucoup plus tangible pour nous. Et derrière, on sait que voilà, on a des acteurs qui n'ont pas forcément des cycles de décision rapides, mais par contre qui ont des bonnes inerties et qu'une fois que ça roule, il n'y a pas trop de problèmes. Ouais, le canton, commune, c'est ça. Exactement. Ouais. Voilà, alors certains ont eu un peu des craintes quand j'ai commencé, parce que j'avais commencé avec très peu de moyens, mais en même temps, j'ai pas commencé en ayant une maison à financer, des leasing, etc. J'ai commencé quand j'avais des frais de roulement qui étaient aussi bas et qui m'ont permis de faire ça, quoi. En parlant justement d'innovation, comment ça s'est passé? Parce que est-ce que vous avez les connaissances techniques? Est-ce que vous appuyez sur des personnes qui pouvaient développer cette partie-là? Est-ce qu'il y a de l'IA qui entre en jeu? Enfin, comment vous êtes entouré un peu pour vraiment développer une solution qui réponde vraiment aux besoins du client final? Alors c'est vraiment une approche qui est étape par étape, et puis je dirais une chose clé, c'est de ne pas avoir peur de ce que les autres peuvent en penser. Aujourd'hui on a un système qui est bien développé, qui paraît, il me semble, assez professionnel, mais les premiers c'était vraiment presque du bricolage. Et cette approche de toujours se dire, bah voilà, au pire, même si ça marche pas, de toute façon, on aura toujours appris quelque chose. Ça, c'est une approche qui permet de développer les choses petit à petit. Et puis à la fin, effectivement, c'est très complexe. On se dit, ah, mais là, il faut plusieurs personnes pour faire ça, mais pas forcément. C'est vraiment cette approche étape par étape qui permet d'apprendre à chaque fois un peu. Donc, il n'y a pas vraiment d'aide externe. On a toujours servi des compétences qu'on avait, et puis ça s'arrête là, quoi. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a des étapes où vous vous êtes dit, ok, c'est beaucoup trop compliqué, on n'a pas assez d'argent, enfin, on va trop loin, on n'a pas assez soutenu ou autre, puis bon, peut-être ça va pas marcher ce qu'on fait, puis on arrête, ou est-ce qu'il y a des étapes un peu, voilà, de se dire, bon, bah voilà, un peu dans oui, le monde. Forcément, il y a des fluctuations, alors, surtout dans le monde des startups, parce qu'on a des attentes de gauche et de droite, on est obligé d'essayer de se développer, mais en même temps, on est un peu à découvert, donc il n'y a pas vraiment de moment où on se dit, voilà, là, on plante tout, parce qu'à un moment, on a quand même quelque chose qui a une certaine valeur, hein, c'est ton sentimental que réel, hein, mais disons qu'on va se battre pour défendre ce qu'on a créé, et il y a des décisions difficiles à prendre, mais par contre de vraiment tout arrêter, on n'en est pas là, quoi. Et du coup, sur ce marché, est-ce qu'actuellement il existe d'autres solutions, et quelle est la différence entre, je connais aussi la partie scanner, parce que j'ai aussi une entreprise qui fait du scan, mais plutôt de bâtiment. Et justement, quelles sont un peu les plus-values ou la différence entre les outils qui existent actuellement? Est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés? Enfin, quelle est un peu la différence entre photogrammétrie et la partie plus standard peut-être, on va dire laser, lidar? Alors la grosse différence avec les solutions qui existent aujourd'hui, un gros acteur sur l'inspection de chaussées, ça va être Pavematrix, pour pas les citer, qui ont en fait une solution qui consiste en 2 lidars qui mesurent la chaussée. Ça a le désavantage en fait de produire de la donnée assez lourde et très spécialiste, qui va être très difficile à mettre en valeur vraiment sur toute la chaîne d'utilisation de la donnée. Là où la photogrammétrie nous permet en fait de sortir une orthoimage qui est une optimisation des images individuelles, et en fait où on peut naviguer et avoir en fait ce retour réellement visuel. Là où sur le lidar ou sur d'autres données de ce type, ça va être compliqué, ça va sortir des indices, ça va sortir une carte avec un trait rouge, orange ou vert pour dire l'état de la chaussée. Mais quand vous voudrez vous demander exactement ce qu'il faut faire, en fait, le premier point, souvent, c'est de dire il faut aller voir sur le terrain. Là où, avec l'ortho-image, il n'y a pas besoin, parce que c'est une donnée on a directement accès sur un plan qui nous permet de voir l'état de la chaussée réel. Donc, on a des détections derrière, on a des modèles qui nous permettent de sortir de la donnée automatiquement. Mais derrière, l'acteur peut toujours dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe exactement ?» et aller voir. C'est le gros avantage qu'on a.
En fait, les rendus sont beaucoup plus simples à analyser directement, on va dire. Exactement. Il y a déjà cet aspect-là. Puis après, le deuxième aspect, c'est que ces systèmes sont faits pour scanner des bandes de 4 mètres à chaque fois. Donc, quand on a des grosses surfaces, par exemple des surfaces aéroportuaires, ça devient compliqué parce qu'il faut recouvrir, il faut volontairement bien recouvrir pour pouvoir passer partout. Et ça commence à être très dense, très lourd à traiter. Ensuite, il faut faire recalibrer ces données. Donc, si on a juste un passage, ça va, voie par voie. Mais dès qu'on parle de grandes surfaces, ça devient trop compliqué à utiliser. Ils le font, mais les tarifs sont relativement élevés. Du coup, dans 5 ans, c'est difficile, mais du coup, ce serait quoi? La société serait où idéalement, peut-être? C'est dur à dire, il y a plusieurs pistes, mais ce serait quoi? Oui, alors idéalement, on deviendrait, on produirait les systèmes et ensuite il y aurait une distribution sous licence. Voilà, ce serait un peu l'idée, mais comme je dis, ça dépend tellement de qui va croire au projet ces prochains mois ou années que même pour nous, c'est assez flou. La technologie peut par exemple être déployée sur le rail aussi. Enfin, il y a beaucoup de pistes et aujourd'hui, on peut pas dire exactement où est-ce qu'on sera emmené, quoi. J'ai un partenaire de la HEG de Fribourg, la haute école de gestion, qui a dit il n'y a pas longtemps, je trouvais très intéressant, une innovation, c'est une invention qui a trouvé son marché. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il faut commencer par aller sonder le marché, trouver des vraies demandes plutôt que de développer en fond en se disant que potentiellement il y a quelqu'un qui en voudra parce que il y a des mécanismes en fait qui sont complexes qu'on voit pas forcément de l'extérieur et ça demande de réellement chercher l'attraction avant de faire du développement. Bricoler des choses, des nouvelles choses, essayer de faire des inventions, on peut toujours le faire. C'est ça. Mais les vendre, c'est un domaine bien différent. Ouais, surtout ce type de produit qui est quand même assez spécifique. Voilà, c'est pas du grand public, c'est quand même des produits très axés sur certains secteurs justement. Oui. Donc pour voir lequel a plus de traction, puis par rapport à ça, développer, investir, je pense. Oui, et en ce sens, on a un retour du marché qui est vraiment excellent. Nous, on est vraiment très très contents de voir à quel point le marché est intéressé. Et en fait, nous réalise des commandes parce qu'on se rend pas compte à quel point, comme je disais, c'est des marchés qui ont de l'inertie. Alors c'est bien une fois qu'on est dedans, mais pour y rentrer, que les gens prennent le risque d'intégrer une solution qui est totalement nouvelle. C'est quelque chose qui prend du temps et là, on a, je dirais, beaucoup de chance. Les acteurs sont très, très friands de ce qu'on fait. Donc, c'est très positif, mais on sait que ça prend du temps et qu'il faut aujourd'hui un peu attendre de voir là où ça tirera le plus, quoi. Donc on voit que c'est un parcours vraiment très inspirant. Même si tu n'as pas des millions en poche, tu pars avec 20 000 francs, une bonne idée, et ben on peut voir que concrètement, tu peux en Suisse créer une start-up, tu peux innover. Est-ce que ça va être facile? Non, mais c'est possible. Et donc on voit qu'avec Auditix, il y a un marché immense qui s'ouvre à eux. Donc moi, je me réjouis en tout cas de les suivre, de voir comment tout ça va évoluer. Et donc, si tu veux aussi voir d'autres interviews inspirantes, d'autres interviews de start-up dans le domaine de la construction, routier ou autre, eh ben, abonne-toi. En attendant, bah, porte-toi bien. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Hey, ciao!